Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Julie Olivier, danseuse, interprète et chorégraphe. Contrairement à beaucoup de danseurs, Julie n'a pas eu un parcours classique. Elle a découvert le hip-hop à l'âge de 9 ans et est tombée amoureuse de cette danse dès son premier cours. Elle a ensuite suivi des cours de danse classique et moderne, mais ne s'est jamais identifiée à un style en particulier. Après le lycée, Julie est partie à Paris pour se former à la Juste Debout School et au studio Harmonique. Elle a ensuite travaillé comme danseuse professionnelle pendant plusieurs années, mais ne se sentait toujours pas à sa place. En 2017, elle découvre l'univers de la vidéo et commence à réaliser ses propres projets. La vague Covid la ramène dans sa campagne d'enfance et l'oblige à mettre son activité sur pause. Malheureusement, Julie remettra sa vie sur pause fin 2020 suite à la découverte d'un petit caillou, une tumeur au niveau cérébral. C'est à cette période qu'elle développe sa méthode pour aider les gens à accroître leur unicité. Aujourd'hui, Julie travaille sur des projets qui ont du sens pour elle et redéfinit continuellement sa vision du rôle de l'humain et notamment de l'artiste dans la société. Salut Julie! Coucou! Comment tu vas? Très bien, et toi? Très très bien, très contente de t'avoir à mes côtés. Écoute, pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à explorer différents styles, différentes voix avant de trouver ta voix unique? Alors, pour commencer, je me présente, je m'appelle Julie Olivier, je viens du 78, à côté de Paris, j'ai grandi là-bas. Et mon rapport à l'art, il a commencé de manière très dramatique, car tout a commencé après une allergie aux chevaux. J'étais une grande amatrice de poney, j'en faisais tout le temps, c'était ma vie. Et en fait, malheureusement pour moi, je suis devenue allergique aux chevaux, mais allergique fort, fort, fort. C'est-à-dire que on rentrait du poney club, c'était un drame, j'étais couverte de morve. Non, ouais, Julie. Voilà, c'était la présentation de Julie. Voilà, j'ai parlé de morve, minute 1. Super. Bref, du coup, chez moi, dans ma famille, on avait l'habitude d'avoir toujours une activité extra-scolaire. Et donc, du coup, comme je pouvais plus faire de cheval, ma mère a dit faut que tu fasses une activité autre. Et il y avait une prof de hip-hop qui était arrivée dans mon petit village et elle m'avait dit pourquoi pas essayer. J'étais là, non, le poney ou rien. J'étais trop malheureuse. Et un été, j'ai vu des danseurs de break faire un show, l'été, comme tu peux voir au bord des plages, avec un show au chapeau, etc. Et mes parents m'ont laissé là toute la soirée. Et je les ai regardés, j'étais là, ok, je suis prête, je veux faire de la danse finalement. Et du coup, elle m'a inscrite à la rentrée. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis fan de musique depuis toute petite. Et en fait, j'étais là en mode, non seulement je peux écouter cette musique, mais en plus, je peux faire des mouvements dessus. C'est incroyable. C'est parti de là, du coup. Donc, j'ai commencé à danser vers l'âge de 9 ans. Et après, en fait, j'ai vite capté que c'était évident. Je sais pas comment expliquer. Enfin, c'était une espèce d'âme sœur, la danse de on va plus se quitter, quoi. C'est bon, j'en fais et je fais rien d'autre. C'était évident que je voulais en faire mon métier. Et la question s'est pas posée autrement ensuite. Donc, pendant toute ma scolarité, en gros, j'allais à plein de cours. Je suivais des cours un peu partout. Ma maman trop mignonne qui m'emmenait pendant tout mon lycée au conservatoire de classique de Dreux pour que j'apprenne à faire du classique. Donc, elle se tapait tous les trajets jusqu'à Dreux tous les mercredis après-midi. Donc, toute la période du lycée où tu as tes amis qui sont en train de faire la fête, qui sont en train de vivre leur vie d'ado et tout, moi, en fait, je devais faire les études du lycée. Donc, j'étais en classe S, c'était un petit peu en scientifique, c'était le deal avec mes parents pour pouvoir faire de la danse. Et l'après-midi, les week-ends, et le soir, j'étais à la danse, quoi. Donc voilà, ça, c'est pour les grandes lignes. J'ai pas trop résumé, mais voilà. Ça, c'est mon enfance. Et du coup, j'ai vite compris que je voulais danser. Et je suis montée à Paris donc pour les études de danse. J'ai commencé à la JD
Donc il faut vraiment s'imaginer que moi je venais de ma petite campagne, j'avais 18 ans et je viens faire une audition pour la Juste Debout School. Je connais rien au hip-hop, tu vois, j'écoute juste plein de sons et je suis amoureuse de la musique mais je connais rien du tout. Je me rappellerai toujours de Bruce et Kanji qui me dit mais du coup toi tu fais quel style de hip-hop? Je sais pas, du hip-hop. Et t'as oui mais quel style? J'étais franchement je connaissais rien, je savais pas ce qu'était le popping, le locking, je connaissais rien du tout. Et du coup j'ai fait mes armes là-bas, c'était trop bien, genre vraiment pour moi c'était une école de la vie, hein. Je débarquais de ma petite campagne où je vivais au milieu de la forêt à d'un coup Pantin. Et la vie dans une école de danse où tu danses 6 heures par jour du lundi au vendredi, mais c'était incroyable. Donc du coup j'ai fait mes armes là-bas. Ensuite je suis partie au studio harmonique me former en contemporain, jazz, tout ça, donc pour varier un petit peu les styles. Et en fait assez rapidement je me suis rendu compte que ce que je voyais tous mes camarades de classe qui rentraient vraiment dans un style et qui l'embrassaient à fond et qui allaient travailler dessus à fond. Et j'avais pas ça. J'avais des affinités avec des styles, mais je sentais que c'était comme si je cherchais un peu mon âme sœur. Et je voyais tout le monde qui trouvait en mode, même, j'avais des potes, ils étaient à la base poppers, et d'un coup, ils devenaient danseurs de house, ils devenaient trop forts, et ils étaient en mode, j'ai une révélation, et moi, j'avais pas ça. Et au début, ça me travaillait beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'ai testé d'autres styles, parce que j'étais là, je vais trouver, c'est quoi mon style ? Et en fait, je commence rapidement à comprendre que je ne trouverai pas parce qu'en fait, j'aime trop de choses différentes. Et je me forme un peu à la suite de mes 2 formations, je me forme un petit peu en autodidacte. Donc, je prends toutes les classes des profs que j'aime et dans toutes les écoles de Paris et j'allais en open class. Et donc voilà, ça c'est un peu mon parcours. Mais pour être vraiment honnête, sur toute cette période et même depuis l'enfance, je trouvais pas ma place. Je savais que je voulais danser, c'était évident. Je n'ai jamais remis en question ma relation avec la danse et avec l'art. Jamais, même à ce jour. Mais je savais que je savais pas. Enfin, je savais pas comment je voulais en vivre. Je savais pas si je voulais intégrer une compagnie. Je savais pas si je voulais faire de la télé. Je savais pas si je voulais partir sur une tournée. Je ne savais rien. Tout me donnait envie et en même temps rien m'animait au point comme mes camarades où je voyais qu'ils étaient prêts à tout donner pour un truc. Donc je voulais quand même, le deal c'est quand même une grosse pression, tu vois, quand t'es un enfant et que tu dis, surtout à nos époques, dans des schémas de famille, aujourd'hui c'est très différent, mais à l'époque dans des schémas de famille plus classiques, tu dis je veux faire de l'art de ma vie. Les gens, ils sont là en mode genre, t'es sûr, vraiment? Parce que tu parlais de faire du journalisme, c'est mieux le journalisme quand même, non? Et toi, t'es là, non, je vous promets, je veux faire de la danse. Ouais, puis après, quand tu leur dis, je suis danseur, d'accord, mais sinon, tu fais quoi? Ouais, tu sais, je m'étais amusée à recenser à un moment donné tous les clichés des questions qu'on te pose quand t'es danseur. Ouais. Donc vraiment, la première, c'est, est-ce que c'est comme dans Undo Stress? La deuxième, c'est, est-ce que tu sais tourner sur la tête? C'était vraiment tous ces trucs-là. Non. Super. Tout le monde ne le fait pas. Ouais, non, moi non en l'occurrence. Et du coup, tout ça pour dire que, en fait, j'avais une grosse pression et en fait, je me suis pas posé 1000 ans la question de c'est quoi ma place exacte parce que l'objectif ultime, c'était en vivre. Vivre de la danse, point. Il n'y avait pas de questionnement sur comment, de quelle manière, etc. Et j'avais pas, en plus, il y avait personne qui faisait le truc que je rêvais de faire. Et donc, j'ai travaillé comme ça pendant des années, j'ai fait des super contrats, hein. Je crache pas du tout sur tout ce que j'ai vécu, c'était trop bien, mais j'essaye d'être honnête dans le sens, c'était trop bien, mais j'avais pas ce sentiment d'accomplissement de c'est pour ça que j'ai fait tout ça, parce que la danse c'est aussi beaucoup de sacrifices, et j'avais pas le truc de pourquoi je me suis lancée dans tout ça. Parce qu'en fait, c'était hyper instinctif depuis le début. Je saurais même pas expliquer. C'était instinctif parce que j'avais plein de camarades qui dansaient aussi, ou j'avais plein de camarades en école de danse aussi. Il y en a plein qui ont arrêté. Et le truc t'anime, mais tu sens que pour autant, t'es pas complet. Donc, il y a tout ça. Je me pose pas de questions. Les années passent, je taffe. Et arrive le Covid. Donc, comme pour tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde dit cette phrase. Et arrive le Covid. Et la vie a changé pour trop de gens. La vérité, c'est que c'est le cas. Dans mon entourage, je vois aussi qu'il y a eu beaucoup de déclics, beaucoup de reconversions, ou pas d'ailleurs, mais beaucoup de retour à soi aussi. Ouais, moi ça a été ça. Pour le coup, je sais qu'il y a plein de gens qui ont vraiment pas bien vécu le confinement. Moi, ça a été
un retour aux sources, je suis rentrée chez mes parents avec ma sœur. On s'est tous retrouvés ensemble, on s'était pas retrouvés ensemble depuis très longtemps. Moi, j'étais dans une espèce d'effervescence je réfléchissais pas, je faisais des contrats parce que voilà, tu connais un tel, il te met sur un plan, ensuite il te met sur tel plan et tu penses à tes cachets, tu penses à payer ton loyer, tu penses à tout ça et voilà, tu travailles quoi. Et en fait, je me suis posée, j'ai pris un temps et je me suis dit mais j'ai plus aucune créativité. Moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille où la créativité, c'est le point fort. Vraiment, mes parents sont des créatifs à leur manière chacun, ma sœur est une créative, on est tous des créatifs, c'est notre force. Et en fait, c'était un filon qui était éteint chez moi à ce moment-là, et je m'en suis rendu compte. Et du coup, ce qui a été génial, ça a été de se poser, de respirer un coup, et de commencer à recréer pour le plaisir de créer. Et j'ai trop aimé cette période de recherche, de tester des choses. En plus, à l'époque, je travaillais pour une marque sur les réseaux sociaux et je devais faire du contenu. Donc en fait, ça me mettait des deadlines, je mettais toute ma famille à contribution. Ouais. Je disais, bon, bah là, on fait une vidéo, ma mère, elle me filmait, c'était trop marrant, tu vois. Et du coup, ce temps-là passe. Du coup, quand le premier confinement se termine, moi, j'ai un énorme regain d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses, je vais voir des pièces au théâtre, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai vraiment plein d'envie. Et même pour l'anecdote, j'achète un carnet et un cahier, enfin j'achète un peu un set de ça va être mon nouveau matériel créatif, quoi. C'est là où je vais consigner toutes mes prochaines idées et tout. Je commence à amorcer tout ça en septembre 2020, donc entre les deux confinements. Et entre-temps, depuis la sortie du premier confinement, donc mi-mai, je commençais à avoir mal à la tête. Et en fait, c'était quelque chose de constant. C'était pas j'ai mal le soir, j'ai mal le matin, c'est j'ai mal du matin au soir et ça ne s'arrête jamais. Et donc on pense à une névralgie d'Arnold au début, des problèmes cervicales, etc. Et je fais de l'ostéo, je fais de la kiné. Mon médecin me dit bon, il faut éliminer des pistes, passer une IRM, mais vraiment je fais ça parce qu'il faut le faire, quoi. Parce que ma mère insiste un peu. Moi à la base j'avais l'ordonnance, j'y allais même pas. Et un samedi, on avait plein de choses à faire le week-end. Il y avait plein de trucs de prévus sur le week-end. Et on se dit avec mon copain, on part à l'IRM, on l'a fait, et après on fait notre week-end comme il doit se dérouler. On part, etc., on va faire l'IRM, et même au moment où je passe l'IRM, où j'attends pour la passer, j'entends une des filles qui doit me la faire passer qui dit « Ah bah si maintenant on a les petites parisiennes qui viennent faire leurs IRM ici, bah on n'est pas rendu. » Et moi, j'étais mal, tu vois, je me dis « Ah bah ouais, bah en fait il n'y avait pas de place à Paris, quoi. » À ce moment-là, c'était très compliqué de faire des rendez-vous médicaux. Avec le confinement, les médecins, etc., c'était vraiment pas évident d'avoir des rendez-vous, donc on avait été là où il y avait de la place, quoi. C'est hyper dénigrant, je trouve. Enfin, je pense qu'elle a regretté après, du coup. Ouais. Et ouais, donc du coup, je fais cette IRM, etc. Et vraiment, je sors de là en me disant, bon, j'espère qu'on est à l'heure pour le rendez-vous d'après et tout. Et je me rappellerai toute ma vie, le médecin qui sort. Et je dis, est-ce que je pourrais avoir un avant-goût des résultats avant que mon médecin m'en parle et tout? Et le mec me répond pas. Il me dit, vous êtes venue toute seule? Je fais, non. Il me fait, vous pouvez aller chercher la personne avec qui vous êtes venue? Je fais ok, je commence à serrer un peu, je vois lui qui est au fond du couloir, je vais le chercher, je fais bon il faut que tu viennes. Il me dit mais pourquoi? Je fais je sais pas mais viens. On commence à être un peu fébriles tous les deux. On rentre dans le bureau du gars et je sais pas lire une IRM mais je vois une grosse tache blanche sur la photo. Donc je commence à capter qu'il y a un truc. Et en fait, je comprends pourquoi maintenant il te demande de venir avec quelqu'un, c'est parce qu'en fait ton cerveau il se déconnecte. Tu comprends plus ce qui t'arrive. Et le mec me dit bon, c'est pas grave, mais vous avez une tumeur. C'est très bizarre, mais la première chose qui m'est venue en tête, c'est j'ai eu le seum de moi. J'ai tout de suite, je me suis dit putain, mais tous les trucs que t'as pas fait, que tu voulais faire et que t'as pas réalisé parce que t'avais peur d'oser ou tu te prenais trop la tête pour des trucs bêtes. C'est le premier truc que j'ai fait, c'est de m'attraper moi-même par le callback en me disant mais tu te rends compte de tout ce que t'as pas osé faire et maintenant il y a ça qui arrive et tout. Bref, on accuse le coup, c'est un moment particulier parce qu'en fait tu t'imagines pas qu'on va te parler de ça un jour, tu t'imagines pas du tout que t'as mal à la tête à cause de ça. Enfin, c'est un autre monde qui s'ouvre à nous qu'on connaît pas et il y a la phase où il faut rentrer dedans et il faut comprendre que voilà, là t'es en train de vivre ça et il va falloir s'adapter très vite.
Du coup, on comprend tout de suite que c'est pas grave, c'est quelque chose malheureusement d'assez commun comme type de tumeur. Donc dans mon malheur, j'étais extrêmement chanceuse, hein. Il y a vraiment des gens qui vivent 100 fois pire que moi. Mais voilà, c'était quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Et on commence à m'expliquer que, de une, on est en période compliquée avec le Covid, donc pour se faire opérer, ça peut être compliqué. Donc de deux, on m'explique que voilà, ça me garantit pas que mon maux de tête parte, mais que ça peut l'expliquer. Moi, j'étais intérieurement quasi certaine que c'était causé par ça, mais en effet, c'est vrai que tu n'as pas de preuves certaines que c'est ça. Et donc du coup, on commence à enchaîner les rendez-vous médicaux pour trouver un chirurgien, pour comprendre comment ça se passe, comment on opère, quand est-ce qu'on peut opérer, etc. Et tout le monde dit toujours qu'il y a eu 2 confinements. Et en fait, moi, je n'en connais qu'un parce que ayant été opérée du coup pendant le 2e confinement, bah, je l'ai pas vu passer. Donc c'était ma chance aussi, c'est que c'est arrivé quand tout le monde était sur pause. J'ai pas eu ce truc de la vie continue pour tout le monde et moi, je suis bloquée là, quoi. Bah, c'est ce qui est dur aussi avec les réseaux sociaux, quand tu vois un peu la vie des gens, tu te dis, ouais, les gens ils font des trucs de ouf et moi je fais rien, je suis chez moi, pas bien, en train d'essayer de trouver des solutions. C'est ça. Bah, moi j'avais des dérogations, j'étais là, j'avais le droit de vagabonder un peu partout pour faire tous mes bilans, machin et tout, post-opératoire. Pré-opératoire ou post-opératoire ? Pré-opératoire. Les deux, du coup, certainement, parce que le confinement, il n'a pas duré. En vrai, oui, exactement. Et du coup, oui, donc j'avais à la base la pochette et les stylos et tout ça que j'avais acheté pour l'art, en me disant ça va être le matériel pour créer des nouvelles choses. C'est devenu ma pochette médicale avec toute ma paperasse. Encore aujourd'hui, genre le classeur, il est comme ça. Et donc, j'ai trouvé ça drôle avec du recul de me dire, j'étais là en mode, allez, c'est bon, mon plan de vie, c'est ça maintenant. Et la vie, elle a fait genre, attends un peu, il y a autre chose, donc non. Et du coup, on a tout changé les plans. Et avec le recul, c'était une très bonne chose, mais on y viendra après. Donc voilà, je me fais opérer en novembre 2020. Et suite à ça, je me perds, moi, dans le sens où, en quelques mois, je prends 12 kilos. Parce que du coup, je faisais plus de sport, j'étais allongée, j'allais pas bien. La post-op, elle a été complexe, c'est douloureux. Le temps que ton corps se réhabitue à donc une craniotomie, donc on t'ouvre la tête pour te retirer la tumeur, c'est assez invasif. Donc du coup, tu dois t'adapter à ça. Donc moi, j'ai pris du poids, j'ai eu une cicatrice, logique, faut s'y adapter aussi. C'est pas évident, moi je suis quelqu'un... mon métier, c'est mon physique. On t'arrive en rendez-vous avec des médecins et eux, ils voient tellement pire que toi qu'en fait, pour eux, t'es un chanceux et ils vont dire oui, donc là, on va t'ouvrir là et puis on va tondre sur la zone et tout. Moi, sachant que elle était là. Pardon, on rigole, mais c'est absolument pas drôle. Non, mais je préfère tellement en rire. En vrai, je trouve ça drôle. Enfin, je trouve ça important de savoir. Chacun fait ce qu'il veut avec son histoire, mais dans mon cas de figure, j'ai tout de suite pris le parti d'en rire. Genre, la tumeur, on lui a donné un prénom. On a toujours fait de l'humour autour de ça. Et comment ça s'appelait ? C'est Christopher, la tumeur. Parce qu'avant, j'avais une hernie et c'était Henri la hernie. J'ai une hernie abdominale qu'on m'a opérée. Et donc, voilà, c'est des frères, un peu. Oui, mais en vrai, je pense qu'avec du recul, tu prends les choses avec légèreté. Au début, t'en rigoles pas forcément comme Jour maintenant. 1, bof. Ouais, voilà, je crois que c'est normal. Ouais, c'est ça. Et je pense que si t'en rigoles, c'est que tu te dis, waouh, la meuf, elle a un mental incroyable. Ou elle a peut-être pas compris. Ouais, de ouf. Elle a pas capté ce qu'il a dit, le médecin. Mais ouais, en tout cas, il y a eu aussi cet aspect de... On me dit... on sait pas exactement ce qu'on va vous faire parce qu'on sait pas exactement où elle est, donc on va peut-être vous raser une partie de... Enfin, en tout cas, là où on va vous ouvrir, on sait pas la taille, on sait pas où, ça se trouve c'est l'avant de la tête, ça se trouve ça se voit pas. Et t'as tout le monde qui te dit, mais attends, t'as trop de chance, ça s'opère, c'est pas grave. Et toi, t'es là en mode genre, ouais, mais en fait, flemme d'avoir ça sur ma tête et tout. Et puis, t'es aussi en train de culpabiliser, tu te dis, ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent pire, donc temporise-toi, tu vois. Donc moi, je me retrouve début 2021, comme je me fais opérer en novembre. Ma vie, novembre-décembre, c'était assez flou en vrai. J'étais vraiment en convalescence. Et donc j'arrive début 2021. J'ai pris 12 kilos. J'ai ma cicatrice que je dois apprivoiser. J'ai aussi dû arrêter tout ce qui était perturbateur endocrinien parce que dès lors que tu as une tumeur ou ce genre de choses, on te dit... On évite au maximum tout ce qui peut être perturbateur endocrinien, donc j'ai dû arrêter la pilule. Donc mon corps, il était dans une
révolution. Je suis rentrée à l'hôpital, j'avais un corps que j'aimais, j'étais athlétique, j'avais pas d'acné, j'avais pas de problème, rien du tout, tout allait bien, et je ressors de là, je suis une autre personne. Vraiment, tu prends les photos de moi début novembre et les photos de moi février, c'est même moi, je me rappelle au Nouvel An, je m'habille pour aller fêter le Nouvel An avec mes amis, et j'enfile des vêtements, et je suis là, mais je suis pas comme d'hab dedans et tout, et je me vois dans le miroir, et je suis quelqu'un d'autre. Et en fait, le problème, c'est quand t'es danseur, tu vas t'entraîner, tu te vois dans un miroir. C'est la première chose que tu fais. Et quand tu peux plus saquer ce que tu vois dans le miroir, tu vas plus danser en fait. Parce que c'est trop compliqué d'affronter ton travail et... Ton image. Et ton image, exactement. Donc là, j'ai fait ce que j'appelle un petit coulage au fond de la piscine, tu vois. Ça a duré un petit moment où je me suis laissée porter. J'avais la chance d'être extrêmement bien entourée. Je manquais pas d'amour, je manquais pas d'attention. Donc en fait, je me suis drapée là-dedans. Et... j'ai presque vécu d'autres trucs à ce moment-là. Genre, j'étais plus dans travailler sur derrière la caméra, m'intéresser à d'autres choses, mais je vivais plus de la danse à ce moment-là, quoi. Et alors que c'était toujours l'amour de ma vie, la danse. Et donc, du coup, on arrive à un moment donné, tu sais, il y a ce truc, on dit des fois qu'il faut vraiment être au pied du mur pour faire un step décisif pour sortir de ta situation. Et donc là, à un moment donné, en fait, je me reconnaissais plus intérieurement, extérieurement. Je m'étais tellement laissée attraper par ce qui s'était passé. En fait, je me voyais comme un chantier énorme. Et je savais pas par où attaquer ce chantier. C'était trop gros pour moi, donc je me suis toujours dit, je sais pas comment faire, donc j'y vais pas. Du coup, un jour, je me rappelle, je me suis dit, c'était un mois de septembre, je me suis dit, écoute, là, Julie, ça suffit, t'es trop... J'étais pas malheureuse, parce qu'une fois de plus, j'étais très entourée, très aimée, donc ma vie allait bien, mais il fallait que je parte en reconquête de moi-même. C'était vraiment ça, et je me suis dit, bon, on va y aller step by step. Tu vas reprendre le sport. Moi qui étais hyper sportive, je faisais plus du tout de sport, alors que j'adore ça. Me suis dit, on va commencer juste à freestyler 10 minutes tous les jours. On essaye, même si on sort de là et qu'on n'est pas bien, on se force. Et j'ai fait plein de petits trucs comme ça. Et je me suis dit, quitte à me recréer, je vais même casser les fondations d'avant. Je veux pas redevenir la Julie d'avant tout ça. Je veux redevenir une nouvelle Julie qui profite de ce qui est arrivé pour créer des fondations plus saines et mieux me connaître, mieux définir mes limites, mieux définir comment la vie que je veux, tu vois. Par exemple, un truc tout bête, avant avant le 2020, il y avait des artistes où je me disais « Oh putain, je rêve de... » Pas je rêve d'être eux ou je rêve d'une carrière qui me ressemble, c'était je rêve de travailler pour eux. Je voyais un truc que je trouvais un peu atypique, un peu stylé, parce que moi j'aime trop ce qui est atypique, j'aime trop ce qui sort un peu de l'ordinaire. Et dès que je voyais ça, j'étais « Ah, je veux trop bosser pour ces gens. » Mais jamais je me disais « Oh, je veux trop, moi, générer ça chez des gens, être moi-même la chorégraphe de ce genre de projet, être une version de moi. » Parce qu'en fait, ces gens, je rêvais de bosser avec eux parce qu'ils s'étaient émancipés de tout ce qu'on connaissait, ils étaient novateurs, ils avaient l'air ils ont l'air d'avoir des vies qui peuvent donner très envie, mais j'étais pas forcément en amour fou pour ce qu'ils faisaient, c'était plus, j'étais amoureuse du côté... Ouais, ils étaient qui ils avaient décidé d'être. Ils s'en fichaient, ils n'étaient pas danseurs ou chorégraphes, ils avaient décidé d'être des artistes complètement eux-mêmes. Mais j'avais tellement pas confiance en moi que je me disais pas, moi aussi je peux faire ça. Je me disais, moi je veux bosser pour eux. Et après tout ça, quand j'ai fait le point, je me suis dit, faut que j'arrête de réfléchir comme ça. Moi, j'ai envie d'être une danseuse qui me ressemble, et tant pis si j'ai pas de référence, tant pis si personne me ressemble, j'ai envie de me ressembler à moi, donc c'est pas si facile de faire ça. Ouais, et puis je pense que quand justement on devient sa propre référence, quand on n'a pas forcément trouvé des référents, peut-être que plus tard, il y a des personnes qui vont s'identifier à toi et tu vas devenir toi référente et t'aideras d'autres personnes à grandir. Et je reviens sur ce que tu disais en septembre, du coup septembre 2021. Non, je crois que j'ai laissé passer bien 2 ans. 2022 ? Ouais, septembre 2022. Les pauses forcées dues à la pandémie et à la découverte de ta tumeur t'ont permis de te recentrer sur toi-même et du coup, tu as eu un peu ce déclic en septembre 2022. Grosse pause, du coup, de bonnes années. Exactement. Quelles ont été les révélations les plus importantes que tu as eues durant cette période ? J'ai compris que j'aimais des trucs très particuliers dans la danse. En fait, je me suis rendu compte que, par exemple, je suis fascinée par les non-danseurs.
j'aime trop les non-danseurs qui dansent. Et en fait, j'aime aussi trop les gens qui n'ont pas forcément un style. Genre, ils sont juste eux, ils appartiennent pas à une stylistique, c'est juste leur façon de bouger à eux qui est unique. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'attachais à plein de petits détails et j'ai commencé à les noter et à me dire, ok, qu'est-ce qui, moi, me touche ? C'est les gens qui sont différents, les gestes du quotidien aussi. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à... une fois, je suis restée à fixer 2 hommes qui se disputaient dans la rue. Parce qu'en fait, ils avaient des gestuelles de main que je trouvais fascinantes. Et du coup, je les regardais au loin. En mode, oui, continuez à vous embrouiller. J'analyse tout. Ils ont dû te prendre pour une psychopathe. Mais c'était fascinant, vraiment. De toute façon, les danseurs, on n'est pas très nets, donc bon. On n'est plus à ça près. Voilà. Et ouais, en fait, j'ai commencé à comprendre que j'avais pas besoin de rentrer dans un style et que moi, j'aimais ce qui était différent et ce qui n'était pas forcément une performance. Mais par contre, je suis très attachée à la sincérité et au sens. J'ai besoin que ça ait du sens. J'ai besoin aussi que les gens se montrent vulnérables, qu'ils me montrent des choses authentiques. J'ai compris qu'en fait, la performance, ça me fascinait parce que j'étais pas capable d'être une performeuse. Donc du coup, j'étais admirative de ça dans le sens où je ne pourrais jamais le faire. Mais j'ai laissé ça de côté en me disant, la performance dans le sens technique, c'est pas ce qui m'anime. Moi, tu me mets devant un show où il y a que de la perf, je vais décrocher très vite. Je vais saluer le travail parce que c'est incroyable le travail qui est derrière. Mais par contre, tu vas me mettre devant un show où il va y avoir des gens qui vont être vulnérables, qui vont montrer des choses que j'ai peut-être pas vues ailleurs, avec un mouvement vraiment authentique. Là, ça peut m'emporter très très loin, quoi. Donc c'est ça que j'ai compris à ce moment-là. J'ai compris aussi que je devais pas bosser pour des gens, que j'avais une idée trop précise de ce que je veux faire pour travailler pour des gens. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est pas facile à accepter parce que il faut un peu de culot pour se dire moi j'ai des idées et j'ai envie de les emmener loin. Enfin, j'ai jamais eu assez confiance en moi pour me dire mes idées elles valent quelque chose et je vais les emmener. Pour moi, j'étais juste un peu perchée et c'était dans mon univers parce que je suis perchée depuis que je suis petite. C'était un peu ça. Et en fait, je me suis dit non, en fait, il y a peut-être plein d'autres gens qui sont perchés et qui ont besoin de références comme moi où on n'est pas attiré par la perf mais par d'autres choses qui n'ont rien à voir, quoi. Et donc à ce moment-là, je commence à comprendre ça et je me dis je vais essayer de comprendre tout ce qui me touche moi. J'allais marcher pendant des heures à chaque fois et je réfléchissais, je me passais de la musique et je me disais qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me parle, comment j'ai envie de créer, parce que je l'ai pas dit aussi, mais depuis toujours, moi j'ai eu aussi un autre amour en dehors de la musique et de la danse, c'est la vidéo. Quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos de danse, j'ai eu la chance de tout de suite faire des vidéos avec du matériel de très bonne qualité et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce support-là. Je me suis dit, oh, ça me plaît trop d'avoir un... Tu peux refaire à l'infini un truc jusqu'à ce qu'il soit parfait pour toi et tu peux l'ancrer. Je suis complètement obsédée par l'idée de cristalliser tous les moments un peu beaux. Donc pouvoir cristalliser de l'art dans une vidéo, je trouvais ça génial. Donc à ce moment-là, je commençais à beaucoup réfléchir à ça aussi. Qu'est-ce que je peux faire comme vidéo ? Quelle est la poésie que j'ai envie de mettre dedans ? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Et j'ai commencé à écrire et aussi j'ai réfléchi à ma formation parce que je me suis dit c'est quand même dommage que je me sois jamais sentie à ma place nulle part, quand bien même mes formations étaient géniales. Je me suis toujours sentie comme un ovni tout le temps. Quand j'étais en école de hip-hop, j'étais la petite campagnarde qui connaissait rien et qui était pas assez underground. Quand je suis arrivée dans une école de contempo, j'étais la nana qui venait de l'underground mal dégrossie. Je suis arrivée à mon audition, laisse tomber, tout le monde était en chignon tutu. Moi, je suis arrivée avec un énorme t-shirt gay ok American Apparel. J'avais une couette comme ça sur le côté, ridicule. Du coup, tu vois, dès le début, un ovni systématiquement. Je me suis dit que j'aurais bien aimé, dans ma formation, qu'on me parle de mouvement sans forcément me parler d'un style. Qu'on m'explique, voilà, le corps il fonctionne comme ça, anatomiquement c'est comme ça, la musique c'est comme ça, tu peux l'écouter de cette manière. Et vraiment retourner à des fondations où, entre guillemets, tu peux pas te tromper. C'est tellement des fondations que on essaye le plus possible de se décrocher de tout ce qui est style et de repartir sur des bases. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire ça pour décomplexer plein de gens, parce que je pense que ça va te parler aussi. Dans notre entourage de danseurs, on a les danseurs et on a les non-danseurs. Et combien de fois j'entends des gens dire «
non mais la danse c'est pas pour moi, mais moi je ne peux pas danser, moi je ne sais pas bouger, j'ai pas le sens du rythme, je suis trop raide, mes pieds c'est des palettes, je sais pas les bouger, tout ce vocabulaire là, je trouve ça toujours tellement dommage parce que je suis intimement convaincue que tout le monde peut vraiment pas danser au sens où la société l'entend, de bien danser, bien performer comme un danseur pro, mais tout le monde peut être incroyable en dansant. Genre moi j'ai l'exemple de mon père. Mon père, il a 0 filtre. Et j'ai des vidéos de lui qui existent quand il danse, mais il me régale. J'adore. Parce qu'il s'en fout, en fait. Ouais. Il s'en fout de qui le regarde, qui le regarde pas. Il est juste là pour Évacuer. tout sortir en dansant. Et j'ai cette anecdote que je ressors souvent, mais parce que ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Pour mes 24 ans, j'avais fait mon anniversaire dans un bar avec plein d'amis danseurs, etc. Et il y avait des gens qui nous avaient dit, en attendant que tous vos amis arrivent, est-ce qu'on peut s'asseoir à la table d'à côté ? On dit, bah oui, pas de souci, tout ça. Et il y a de la musique qui commence à passer, tout ça. Et une des personnes de ce groupe, un garçon, commence à danser, mais on n'existait pas pour lui. Il en avait rien à faire qu'on soit là. Et il était là pour donner sa vie sur le dance floor. Et en fait, il savait pas qu'il y avait plein de danseurs autour de lui, il en avait aucune idée. Et en fait, les gens dansaient pas spécialement, les gens le regardaient. Parce qu'il était tellement dans son monde que c'était beau, tu vois. Bah, ce qui est fou, c'est que les gens, parfois non-danseurs, ont moins de jugement et d'a priori. Enfin, comment expliquer ? Je trouve que parfois, quand on est danseur pro, on se met tellement la pression sur qu'est-ce que va penser telle personne si je fais ce mouvement, si j'exécute de telle manière, si je prends la musicalité comme ça, on va forcément me juger parce que peut-être que quelqu'un aurait pris la musicalité autrement, alors qu'une personne qui est juste là pour kiffer. Et je pense que ouais, faut juste se ramener à la base, juste quand tu danses, c'est juste pour kiffer, c'est pas forcément pour être le meilleur. C'est ça, à la base, quand t'es enfant et que t'as pris tes premiers cours, tu sais même pas dire pourquoi tu kiffais, mais tu kiffais aller danser. Et en fait, c'est vrai qu'en grandissant, on devient des adultes, on se met plein de barrières. Mais de la musique à un enfant, il va pas réfléchir 30 fois avant de danser. Mais de la musique à un adulte, tu peux être sûr qu'il va dire « Ah non, 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 merci, c'est gentil, non. » Et il peut vraiment bloquer. Et donc ça, je trouve ça trop dommage. Au-delà de se priver de danser, tu te prives de beaucoup. Je trouve, de contraindre ton corps à lui dire « Toi, t'as pas le droit de faire ce que ces autres corps ils font, de te lâcher, de te libérer. » Je trouve ça tellement dommage. La danse, ça t'apporte beaucoup plus que juste bien danser. Ça change ton rapport à toi, ça change ton rapport aux gens, ça change ton rapport au bonheur. Enfin, le mouvement, que ce soit la danse, que ce soit le sport, que ce soit le yoga, que ce soit ce que tu veux, le mouvement du corps, pour moi, c'est... D'ailleurs, les 2 ans où j'ai arrêté de bouger, j'étais très malheureuse dans mon corps. Quand j'ai repris, j'ai eu un sentiment de second souffle, de... ça me manquait tellement, mon corps, ça lui manquait trop et j'avais oublié, quoi. Donc, tout ça pour dire que je me suis dit, les gens doivent capter que tout le monde peut danser et s'autoriser. En vrai, c'est ça le vrai problème de base, c'est s'autoriser à bouger. Et comme les gens se sentent obligés d'appartenir à une stylistique, et ben du coup, ils vont se dire, ouais, mais si je peux pas faire ça, je peux pas danser. On s'en fiche. T'as envie de danser, tu danses. Et donc je me suis dit, comment apprendre ça à des gens ? Bien sûr, moi-même, j'ai un style, même si c'est le mien. D'ailleurs, c'est une vraie problématique que j'ai. Quand on me demande quel style de danse je fais, je suis toujours en mode bonjour. Je suis toujours perdue parce qu'en fait, je sais pas. Je sais pas c'est quoi mon style. C'est juste moi avec mon histoire et tous les cours que j'ai pris. C'est même pas les formations que j'ai fait, c'est tous les cours que j'ai pris. Et ça trace qui t'es. Et pour moi, il y a autant de danseurs qu'il y a de gens. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut que j'arrive à trouver comment aider les gens à danser sans être obligé de se dire, je danse ci, ça ou ça. Et après, s'ils veulent aller prendre des classes, mais qu'ils sachent systématiquement remettre leur univers et leur style en premier dans tous les cours qu'ils vont prendre, plutôt que de devenir des caméléons qui tantôt sont un danseur de salsa, tantôt sont un danseur de LS Style. Et non, en fait, ce qui est génial, c'est t'es toi, t'as ta personnalité, et tu vas prendre une classe et tu vas rayonner avec ta personnalité dans la classe du prof. Et d'ailleurs, c'est ça qu'en tant que prof, tu kiffes quand tu donnes une classe et que tu vois quelqu'un qui a pris ta choré et qui en a remanié quelque chose avec son énergie et son identité à lui. Mais moi, ça me met les poils carrément. Si je vois un élève qui arrive à faire ça, ça me met les poils. Je reviens sur les 2 dernières années, enfin pas les 2 dernières années, mais les 2 années où tu as eu une pause. Comment la découverte de ta tumeur a bouleversé ta vie et ton approche de l'art et de la danse ? En fait, ça m'a trop rendu service. Dans le sens où j'étais quelqu'un,
Je suis toujours, mais quand même vachement moins. J'étais quelqu'un de très, très stressé, très dans le contrôle de beaucoup de choses. Et en fait, vraiment, comme je disais tout à l'heure, quand à la minute 1 où j'ai su que j'avais eu ça, j'étais fâchée contre moi. En fait, je m'en suis direct tellement voulu que je me rappelle, ça peut sonner un peu dramatique, mais en fait, quand même, quand on t'ouvre la tête, il y a ce truc de tu sais pas ce qui peut se passer. Même les médecins te disent il y a pas mal de câbles là-haut. À tout moment, il y a 2 fils qui se touchent, vous pouvez devenir épileptique. Il y avait même un médecin qui m'avait dit vous avez un risque d'être plus dépressive ou d'être plus désinhibée. J'étais là, quoi À choisir. Merci, non merci. Ouais. Et du coup, je m'étais fait la promesse, j'avais fait une petite vidéo juste avant d'entrer au bloc parce que je voulais vraiment mettre une trace de toute cette histoire. C'était un peu d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai fait pendant longtemps après parce que après bon pour la suite de l'histoire que je racontais et quand j'étais au bloc avant d'entrer je me suis dit si tu ressors de là et que tout va bien, tu n'as plus le droit de faire les choses à moitié. T'as plus le droit c'est du bonus. Et donc en fait le bonus tu dois bien l'utiliser et tu dois honorer ta présence sur Terre. T'as eu de la chance dans tout ça, donc tu dois en être reconnaissante, tu dois être reconnaissante de ce qui t'arrive et en faire quelque chose. Et il faut savoir aussi que j'ai des parents qui sont extrêmement altruistes. Genre c'est des gens, ils pensent beaucoup aux autres. Ils sont pas en mode nous et notre famille et c'est tout. C'est des gens qui vont beaucoup donner, beaucoup s'occuper des gens et qui vont s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Donc la misère, les injustices, les problèmes, les vrais problèmes de société, c'est des choses où ils se sentent concernés, ils se cultivent dessus, ils s'intéressent. Et en fait, ils nous ont malgré eux inculqué ça aussi. Et j'ai eu aussi cette chose en ressortant de tout ça de me dire maintenant c'est plus moi et mon nombril et ma crise existentielle de danseuse. Un artiste, il a un propos. Je dois apporter ma pierre à l'édifice là-dessus. J'ai lu une phrase que j'aimais bien dans un livre que je recommande d'ailleurs qui s'appelle « Libérez votre créativité » qui est hyper inspirant. Ça m'avait grave aidé à l'époque. Je rigole parce que je l'ai acheté sous tes recommandations et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, c'est un livre super bien que je recommande aussi du coup. Page 8, Maïwen, depuis 2 ans. J'ai honte. J'en ai tellement d'autres à lire, c'est pour ça, voyez-vous. Trop cultivé. Je reprocherais juste un truc à ce livre, c'est qu'ils font beaucoup de parallèles avec la religion, donc si tu crois pas en Dieu, je trouve ça un peu dommage, mais si tu arrives à mettre ça de côté, c'est vraiment un livre incroyable. Et dedans, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui tend un miroir à la société, et la société veut pas forcément regarder dans ce miroir. Et je trouvais ça hyper juste. Le propos de l'artiste, c'est de dénoncer, de mettre en avant, de raconter, de toucher le cœur des gens, de les humaniser ou de les réhumaniser s'ils se sont perdus en cours de route, c'est de faire l'unanimité. Moi, je te donne un exemple. Là, récemment, il y a, par exemple, j'ai 3 exemples de choses qui m'ont vraiment touchée dans le cœur. J'ai vu une scène ouverte de Hofeschester, d'une de ses pièces. Et c'était fou parce qu'en fait, c'était une scène ouverte. Il l'avait fait à l'extérieur du Théâtre du Châtelet à Paris. C'était en septembre, donc il faisait beau et tout. Et t'avais plein de gens qui savaient pas ce qu'ils allaient voir. Et t'avais vraiment, quand le show a commencé, t'avais une pulsion dans la foule. T'avais plein de gens qui se ressemblaient pas, des gens qui sont pas du tout initiés à la danse, des danseurs, etc. Et t'avais une union tu sentais tous ces gens qui pulsaient ensemble tellement c'était phénoménal ce qui se passait sur scène. Encore dernièrement, il y a une vidéo que je conseille à tout le monde, mais je pense que tout le monde l'a vue. Elle a tellement tourné de la compagnie CDK, je le dis en français, et c'est sur le titre Somebody That I Used to Know. Et cette vidéo, elle m'a touchée au cœur, elle a touché mes parents, plein de gens comme ça, tu l'envoies aux gens, ça fait du bien aux gens. Et encore en dernier exemple, il y a eu Macklemore là, qui récemment a sorti un titre avec tout ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine. Et c'est des gens où j'ai pris et où je me suis dit ça, c'est pour moi le propos d'un artiste. C'est de rassembler, c'est de toucher le cœur des gens, de leur procurer une émotion vraiment forte qui leur fait du bien et de stand-up et de dire des vrais trucs, tu vois. Et ma carrière d'avant tous mes problèmes de santé,
je me posais pas ces questions. Je me demandais pas si la personne pour qui je travaillais, il y avait un vrai propos. Je me posais pas la question de si j'étais objectifiée ou pas en tant que femme et en tant que corps de femme. Je me posais pas la question de si les comportements qu'il y avait dans le milieu du travail dans lequel j'étais étaient ok, alors qu'il y a eu plein de moments où ça l'était pas. Et en fait, j'ai presque essayé de retourner à ces jobs-là à un moment donné parce qu'il faut bien taffer. Et en fait, mon corps, il me disait non, tu peux plus. C'est plus possible. J'avais fait trop de chemin dans ma tête sur ces 2 ans où j'ai pas dansé pour pouvoir retourner dans les jobs que je faisais avant. C'était plus possible qu'il n'y ait plus de sens, en fait. Et c'est pas évident parce que du coup, il faut te reconstruire et te dire je vais pas pouvoir accepter tout et n'importe quoi, faut bien payer le loyer, mais en même temps je peux plus faire n'importe quel contrat comme je faisais avant, tu vois. Donc c'est une reconstruction, elle est pas terminée, je suis encore c'est un long chemin en fait, c'est des trucs, ça prend des années pour arriver là où t'as envie d'être. De toute façon, je pense que le développement personnel, c'est le chemin d'une vie. Ouais. Selon les expériences que t'as, positives comme négatives. C'est clair. Et justement, toi, quel défi t'as dû relever en tant qu'artiste face à ta pathologie ? Tu veux dire dans le sens physiologique ou... Tout. Mentalement, physiologiquement, psychologiquement, physiquement. Enfin, je trouve que quand t'es artiste, t'as une sorte de carrière aussi que tu vas avoir avec une checklist, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, des personnes avec qui tu veux danser, pour qui tu veux danser. Ben, quand tu fais une pause comme ça de 2 ans, tu passes plus d'auditions, tu loupes des auditions, tu sors un peu aussi de ce système. Comment tu l'as vécu ? Comment ça s'est passé pour toi ? Bah, les gens, ils savent, enfin, c'est mignon, tu vois, parce que les gens, ils savent même plus si tu danses ou pas. Ils disent, et toi, du coup, en ce moment, mais tu danses toujours et tout, genre. Entre le Covid plus ce qui m'est arrivé en 2020, bah, en fait, ça a fait que je suis complètement sortie du milieu pendant un moment, et je pense que j'en avais besoin en vrai pour faire tout ce cheminement. Et donc, bah, bien sûr, tu perds pas tes contacts, mais c'est différent après. Mais après, ça me dérange pas dans le sens où je comptais pas revenir de la même façon qu'avant. Donc en fait, c'était ok. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer des artistes qui partagent ma vision, qui arrivent à capter le truc qui m'anime moi et que ça les anime aussi, et qui m'apportent des choses. J'ai besoin de relations qui sont hyper saines et hyper enrichissantes artistiquement. Et il y a plein d'artistes incroyables, donc je me fais aucun souci là-dessus. Mais oui, c'est sûr que en fait, ça n'a pas tant été un challenge dans le sens où je me suis heurtée à rien parce que je me suis refusée à me heurter à tout. Je suis pas retournée en casting. Pendant 2 ans, j'ai pas postulé à quoi que ce soit. Je prenais des jobs de gens qui me connaissaient déjà et qui me contactaient parce qu'on se connaissait, mais j'ai pas fait de nouvelles rencontres artistiques à ce moment-là. J'ai développé aussi d'autres choses. J'ai développé d'autres compétences, toujours dans le domaine de l'art et de la vidéo. Mais le Julie danseuse, c'est quelque chose que j'ai pas du tout exploité à ce moment-là. Mais je me suis heurtée à rien. Puisque voilà, je me suis complètement protégée de tout ça. Je me suis heurtée à moi. Je me suis heurtée à moi parce que j'ai été très dure avec moi aussi à ce moment-là. Ça a été aussi une part du travail d'arrêter de m'en vouloir tous les matins et me regarder en me disant « T'es trop nulle, regarde ce que t'es en train de devenir, t'étais pas du tout ça avant, regarde comment tu t'es laissé aller et tout. » Et en fait, le premier step, ça a été d'arrêter de faire ça et de dire « Regarde tout ce que ton corps, il a encaissé. » Je parle même pas que de mon opération, je parle de la danse aussi, et la santé et tout l'état physique dans lequel j'étais. Enfin, je me butais tellement avant que je me suis quand même fait une hernie abdominale, tellement à un moment donné, je faisais du sport pour avoir un corps solide et je dansais fort, etc. Enfin, à quel moment t'écoutes aussi peu ton corps pour en arriver là, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai commencé à switcher dans ma tête et à me dire « Non, regarde ton corps, comment il est adaptable et gentil. » Il se soigne, il se remet, il guérit, il s'adapte, il attend que tu ailles mieux dans ta tête pour aller mieux lui. Et quand j'ai commencé à être gentille avec moi et à me dire j'ai trop de chance d'avoir le corps que j'ai, qui me suit et qui me suit depuis des années sur tout ça, que c'est là où j'ai commencé aussi mon cheminement. C'est quand j'ai commencé à être gentille avec moi à nouveau. Ouais, c'est quand tu as commencé à tirer un peu les leçons positives. Mais de toute façon, c'est comme tout à l'heure, on rigolait un peu de quand on a dû t'enlever un bout de cheveux pour l'opération. C'est sûr que jour 1, on t'apprend ça, tu rigoles pas. Ah non. Jour 465, tu peux commencer à en rire. Et je pense que c'est comme pour tout. C'est qu'au début, tu vois que du noir, tu broies du noir. Même si je pense que quand on est optimiste, positif,
bah, y a quand même la réalité qui nous rattrape et c'est ok, tu vois, d'avoir cette période un peu sombre, mais à un moment donné, il faut s'en sortir et t'as quand même réussi et rien que ça déjà, bah, tu peux être juste trop Mm. fier de toi, quoi. Ouais, et puis vraiment, j'insiste sur le fait que moi, aujourd'hui, je le vis comme... J'ai eu beaucoup de chance que ça m'arrive parce que je préfère avoir eu cette période complexe, mais qui m'a obligée à me regarder droit dans les yeux et à faire un switch, que d'être restée cette Julie qui marchait pas dans la bonne direction, en vrai. Pas celle qui était faite pour elle, en tout cas. Moi, j'ai un petit mantra, c'est je pense que rien n'arrive par hasard dans la vie. Je pense qu'on rencontre pas les gens par hasard aussi. Et quand tu penses à cette phrase et quand tu regardes un peu toute ton expérience de vie, tu te dis, mais en fait, ouais, si ça m'était pas arrivé, Mm. je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Et donc, faut finalement toujours remercier, même encore une fois quand on vit des événements difficiles, négatifs, bah, toujours remercier la vie parce que si elle nous a mis ça sur notre chemin, c'est que c'est finalement un cadeau et que ça nous permet d'être la personne qu'on est aujourd'hui, quoi. Exactement. Moi, celle que j'aime bien de phrase, c'est secouer un pommier, l'univers vous donnera des oranges. Genre, tu veux des choses, tu manifestes pour des choses, et en fait, la vie, elle va te dire toi, c'est pas ça qu'il te faut là tout de suite. Ouais. Peut-être plus tard, on verra. Et je reviens un petit peu sur bah, justement ton expérience avec ta pathologie, la vie, tes expériences personnelles et professionnelles. Comment elles ont influencé le développement de ta méthode? Du coup, la Safe Place, je peux donner un peu le nom. Ouais, bien sûr. Bah, comment ça a influencé tout ça? Bah, du coup, ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment... comme je suis repartie sur mes propres bases, et moi-même, en fait, je me suis training avec toutes ces choses-là parce que j'étais tellement timide avec moi-même. Genre, mon reflet dans le miroir, ça a été un sujet avec moi-même pendant ces 2 ans hyper fort. Et quand je me suis dit, allez, fais-toi violence, reprends 10 minutes de training tous les jours, je les tenais pas, hein, mais c'était vraiment l'objectif de faire 10 minutes de training tous les jours. Et ben je m'enfermais et au début, je savais pas quoi faire de moi. J'étais vraiment comme un nouveau-né, quoi. Et j'arrivais pas à que ce soit écrire de la choré, que ce soit faire du freestyle, qui sont à la base 2 choses que j'aime. J'aime autant écrire de la choré que freestyler. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, il faut que je me donne des objectifs hyper simples. Ok, aujourd'hui, je travaille la respiration. Ma danse, elle doit être en cohésion avec ma respiration. Aujourd'hui, je vais travailler le mouvement global. Le lendemain, je travaille l'anatomie, le détail du mouvement de chaque articulation, comment est-ce qu'elle marche. Et du coup, c'était une petite corde comme ça que je suivais et j'avançais petit à petit sur ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça, en fait, il faut que je le donne aussi à d'autres gens parce que c'est exactement ce qu'il m'aurait fallu à l'époque, même pour me créer à la base, j'aurais aimé commencer par ça. Mais ça, tu peux pas l'avoir quand t'es jeune et que t'as pas le recul et l'expérience. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à l'écrire, de manière très ludique. C'est quelque chose qui est très imagé, Je fais autant travailler les gens sur l'aspect improvisation que sur l'aspect chorégraphique, parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas... Enfin, je trouve ça très dommage d'être un super danseur de choré et que si on te met une musique, t'aies plus de vocabulaire pour toi. Et à l'inverse, je trouve ça dommage de pas savoir utiliser son impro pour la mettre au service de la chorégraphie de quelqu'un. Donc, c'était l'objectif d'aider les gens sans qu'ils se sentent obligés de s'approprier un style, sans qu'ils se sentent obligés d'être un danseur de ci ou de ça. C'était juste de créer un mouvement hyper brut et hyper organique, sans trop réfléchir et d'aider aussi les gens à lâcher prise dans la tête, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la Safe Place pour aider les gens à s'approprier leur unicité? Bah du coup, comme je disais juste avant, c'est vraiment de repartir sur les fondements, sur le basique, la musicalité, ce que j'appelle les fondations, donc vraiment la respiration, le poids, la globalité, l'anatomie, comment t'écoutes une musique. Parce qu'en plus, j'impose rien. Moi, je donne des clés pour que les gens puissent être un maximum autonomes ensuite. Donc je les fais beaucoup travailler en impro et ensuite je leur donne du support chorégraphique pour mettre en application ce qu'on a vu sur les impros. Et je fais aussi vachement de cas par cas. C'est-à-dire que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Il y a des gens, et tout le monde ne vient pas pour les mêmes raisons. Il y a des gens, ils sont dans le milieu artistique et ils cherchent des choses précises. Il y a des gens, c'est des non-danseurs qui, eux, sont vraiment là dans une quête de juste se réapproprier le mouvement, quoi. Donc en fonction de qui on a, j'essaye d'adapter. Et donc j'ai essayé de faire les outils les plus génériques et les plus universels possibles, de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver et chacun avec son niveau différent, son âge différent, puisse les utiliser. Donc c'est aussi un concept qui grandit avec moi, genre je passe mes journées à avoir des nouvelles idées, à les noter et à essayer de hiérarchiser ça correctement. Et l'objectif un jour
long terme, ça serait de réussir à vraiment écrire une vraie méthode complète d'un mouvement décomplexé où c'est vraiment accessible pour tout le monde et il n'y a aucune élite de danse, il y a juste les gens qui veulent bouger parce qu'en vrai, si on met les choses dans leur contexte 2 secondes, on est juste des petits humains sur un caillou qui bouge dans l'espace et on va retourner à des trucs simples de si t'as envie de danser, danse. On s'en fiche on n'est pas chirurgien du cœur, on sauve pas des vies. On est juste en train de danser. Donc ça sert à rien d'en faire tout un truc, d'en faire tout un monde. Je dis ça, moi-même, je suis la première à m'en être fait un monde et ça a pu me bouffer et c'est des choses qui ont pu me tuer. Aujourd'hui, je suis là en mode, c'est que de la danse. Ce qui est, moi, je cherche derrière, c'est du sens, unir les gens. Tu vois, moi, par exemple, un truc que je kiffe de ouf, c'est aller en festival de musique ou à un concert. Parce que tout le monde est uni, on est là, on vibre ensemble pour la même chose et c'est trop beau, quoi. Et en fait, je cherche ça avec la danse. Je cherche à unir les gens, à toucher le cœur des gens et à créer un truc qui parle à tout le monde, qui parle à le moins initié comme à des artistes que moi-même j'admire, tu vois. Et c'est ça l'objectif. Et donc, créer une méthode autour de ça, ça va ouvrir la porte à plein de gens, j'espère, j'adorerais, pour pouvoir se décomplexer du mouvement. Et en parallèle de ça, moi, j'aimerais trop réussir à faire ça, quoi, à unir les gens autour de juste le mouvement. Et en tant qu'artiste, toi, tu as toujours défendu l'idée que l'art a un rôle important à jouer dans la société. Tu en parlais tout à l'heure en début d'épisode. Comment ta méthode, ta vision, ton univers s'inscrit-elle dans cette vision de l'art dans la société ? Non, ouais, c'est vraiment ce que je disais juste avant. J'ai des parents qui m'ont expliqué assez rapidement qu'on vivait pas que pour soi et qu'on n'était pas sur Terre pour son petit nombril et pour sa petite performance, même au-delà, pas juste pour sa petite famille et soi. On est tous sur ce gros caillou, tous ensemble, et faut essayer de le quitter le jour où tu pars, de pas avoir rien laissé, de pas avoir juste pris. Et moi, mon prisme, c'est par l'art. Je pense que c'est ça qui s'est passé en fait dans ma tête, c'est que j'ai rapidement compris petite que si je voulais faire des choses pour les autres, ça passerait par la création. Et le truc qui m'est venu instinctivement, c'est le mouvement. Mes parents et ma sœur, ils sont extrêmement altruistes. Chacun a des manières très différentes de moi. Et ils sont tous uniques dans leur façon de faire, mais dans ma famille, c'est hyper présent. Et donc, du coup, c'est une sorte d'héritage, tu vois, que j'ai sur mes épaules aujourd'hui. Et ça a aussi un peu contribué à ce moment de vide dans ma vie parce qu'il a fallu que j'accepte ça. D'un coup, j'ai eu une cape de responsabilité qui est tombée sur mes épaules de « tu ne peux pas ignorer ce que tu sais ». Tu peux pas ignorer ce qui se passe dans le monde, tu peux pas ignorer les choses qui te révoltent, la condition de la femme, la condition des animaux, la condition de la planète, comment notre société elle évolue, ce qui est monstrueux, ce qui devrait être inadmissible. Tu peux pas écrire des choses légères et faire comme si tout ça, ça n'existait pas et t'as ta part à jouer. Tu peux pas partir de cette terre et juste avoir été un consommateur qui consomme la planète, qui consomme des choses et qui part et qui laisse rien. Et donc, c'est ça un peu qui est sorti de tout ça. Et comme je disais, il y a des artistes qui le font très bien. Et j'essaie de beaucoup penser à ça tous les jours parce qu'en fait, ce qui va me freiner, c'est que je vais pas oser. Des fois, j'ai des projets qui sont dans les tuyaux. Et en fait, j'ai trop peur, encore aujourd'hui, tu vois, de l'impact que ça peut avoir le jour où je les sors. Parce que ça ne mettra pas tout le monde d'accord. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire mais dis donc, c'est très orienté ce que tu as dit. Mais dis donc, pourquoi tu dis ça ? Et je sais que c'est trop important et qu'il faut que je le fasse. Et qu'il y a plein de gens qui le font et que je trouve trop courageux. Mais je dois, moi, combattre ce truc-là et oser. Donc, cette vision aujourd'hui, c'est ça. Il faut qu'il y ait du sens, il faut que ce soit poétique. J'aime trop la poésie, j'aime trop ce qui est esthétique. J'aime le sens, mais j'aime aussi beaucoup les belles choses. Et mélanger tout ça pour si tu, je sais pas comment dire, mais si t'as des gens qui viennent te voir et qui te disent ce que vous avez fait, ce que vous avez écrit, ça m'a fait du bien au cœur. Moi, c'est bon, ma journée elle est refaite, quoi. Du coup, t'as des élèves quand ils viennent prendre tes stages, des workshops, tes cours, t'as déjà eu des retours comme ça. Quel changement t'as pu observer chez eux ? Ça, c'est un de mes kiffs perso. J'aime trop les débuts de stage et les fins de stage. J'aime trop voir un corps qui est un peu froissé comme ça, et les gens qui sont encore beaucoup dans l'analyse de ce qui se passe autour d'eux, les autres élèves, moi, l'environnement qu'il y a.
Et la fin de classe, quand ils ont un peu lâché prise, ils ont fait tomber les barrières, leur corps il est plus chaud au sens physique parce qu'ils se sont dépensés et aussi au sens ils ont travaillé des choses en eux. Et ça, j'aime tellement, ça me fait vraiment un truc à chaque fois en fin de course, s'il y a une choré et qu'on la taffe, surtout avec les éléments que j'ai donnés en cours de route et qu'on essaye de pousser, et que tu vois des corps qui se libèrent. Mais j'ai même des élèves qui ont suivi les premières Safe Place et qui viennent à mes classes, parce que les Safe Place, c'est vraiment des workshops ponctuels. Et j'ai, à côté de ça, à Paris, j'ai des classes plus régulières. Et j'aime trop, il y a des élèves qui viennent au Safe Place et qui viennent aussi à mes classes. Et je vois des vrais changements. Je vois des vrais changements dans leur corps. Et on en parle un peu en off. Et elles me disent ce que ça a débloqué pour elles. Je dis elles parce que j'ai quand même majoritairement des filles aujourd'hui en élève. Bien que j'ai hyper envie aussi d'enseigner ça à des hommes. Mais aujourd'hui, j'ai quand même majoritairement des femmes. Et, j'aime trop ça. C'est un vrai kiff. Des fois, ça m'arrive. Mon cours est un peu limite, genre j'ai plus de temps. Et je refais danser une fois juste pour pouvoir les regarder en mode genre c'est bien ce qui me semblait, elles ont bien évolué, c'est cool. Trop bien. Et je sens qu'elles kiffent plus. Et de toute façon, c'est ce que je rabâche à mes élèves. On n'est pas là pour faire kiffer les autres. On n'est pas là pour être beau et que les gens soient là en mode genre oh waouh, il ou elle danse tellement bien. T'es là pour venir prendre du plaisir, tu viens poser un truc de toi sur le sol de ta salle où tu vas pratiquer et tu dois repartir avec ce truc que t'as laissé. Et quand les élèves arrivent à faire ça, mais tu le vois instant. Tu le vois tout de suite. Un élève qui lâche prise et qui accepte d'être dans le moment présent et de kiffer, t'es avec lui direct. Peu importe son niveau, t'es avec lui direct. Mais tu disais tout à l'heure, t'avais des gens qui arrivaient un peu crispés, un petit peu, je pense, avec leur carapace, peut-être aussi leur personnalité, la timidité, peu importe. Comment encourager les personnes à embrasser leur unicité et à s'exprimer sans peur ? Bah ça, c'est un long travail perso qui doit être fait. Donc c'est aussi pour ça que je parle... Tu vois, c'est pas forcément des choses dont je parle, tout ce côté où je me suis longtemps pas sentie à ma place, où j'ai eu beaucoup longtemps dans ma vie eu l'impression d'être un ovni. Et en fait, aujourd'hui, je le dis parce que moi, j'ai entendu d'autres gens le dire, pas du milieu de la danse, mais d'autres gens en parler, et ça m'a fait un bien fou de capter que c'était une force et pas une faiblesse. Genre, je te donne un exemple. Quand j'étais petite, j'avais tout le temps un peu honte que les gens viennent dans ma maison, parce que je vis dans une maison un peu... c'est le monde de Narnia. Tu rentres chez mes parents, t'as une grande caisse à déguisement, c'est un peu féerique, tu vois. C'est un univers un peu... c'est une maison faite de bric et de brac, c'est un vieux corps de ferme. Et plus jeune, je pouvais être un petit peu complexée par ça, en mode « Ah, j'ai pas la maison comme tous mes amis, beaucoup plus normale, classique et tout. » Et pendant petite, je l'assumais pas. Et plus grande aujourd'hui, je suis là en mode, mais c'était chambé, c'était incroyable que ma maison elle soit différente comme ça, et c'est trop dommage que j'ai eu un peu honte alors que c'était une force de fou. Et mes potes, ils adoraient venir chez moi quand on était petits, les enfants, ils aimaient trop parce que justement, c'était un peu magique. Et c'est ça que j'ai compris en grandissant, c'est que toute cette différence, tout ce côté un peu où tu te sens tout le temps le cul entre deux chaises, ou pas vraiment à ta place, bah c'est très bien, parce que ça veut dire que t'as un chemin pour toi, tu sais juste pas... En fait, il est pas tracé. C'est à toi de déblayer en même temps que t'avances. Et je trouve ça trop cool. Et si ça peut aider des gens qui se sentent un peu outsiders et qui savent pas exactement ce qu'ils sont, où ils voient des gens de leur âge faire des choses, avancer dans une direction et ils se sentent en retard ou quoi. Non, il n'y a pas de être en retard, il n'y a pas de... fais ton chemin, avance, déblaye le chemin pour toi-même, teste des trucs, trompe-toi, réessaye, réoriente ton chemin. Il y aura des moments pas drôles, ça fait partie du processus. Parce qu'en fait, si tu te trompes pas, tu peux pas savoir où tu vas. Ça n'existe pas un trajet sans faute. Mais au moins, tu vas être sûr d'avoir tout essayé pour être au plus proche de qui t'es vraiment. Et depuis que j'ai capté ça, moi, je me suis enlevé un poids énorme de mes épaules. Vraiment, ça m'a... J'aurais aimé le comprendre plus tôt, mais j'aurais pas pu. C'était impossible dans mon parcours de vie de le comprendre plus tôt. Et ça, ce qui s'est passé en 2020 a énormément joué dans tout cet aspect-là. Bah merci Julie, l'épisode n'est pas encore tout à fait terminé, mais il touche bientôt à sa fin. Justement, est-ce que tu aurais un dernier message encore
peut-être d'espoir, de résilience, que tu aimerais partager avec des personnes qui traversent aussi des épreuves difficiles liées à la santé et pas que. Et aussi envers des personnes qui se sentent perdues et qui ont du mal à chercher, à trouver leur place dans le monde. Déjà, je pense que ce qui est le plus important, c'est de ne pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que... Et d'accepter d'être vulnérable, en fait. C'est OK de dire, je sais pas si la carrière dans laquelle je me suis engagée, elle est pour moi. Je sais pas si je suis au bon endroit là maintenant. Je sais pas si je sais où je vais. Soyez vulnérable, n'ayez pas peur de vous remettre en question et de vous tromper, parce qu'en fait, à essayer de tenir la barre d'un bateau qui est déjà en train de couler, ça vous emmènera nulle part. Alors que d'accepter d'être vulnérable et de dire, même si ça va entraîner peut-être du jugement de la part de votre entourage qui ne comprend pas forcément, de vos parents qui vont s'inquiéter pour votre avenir, il y aura des gens pour vous juger, il y aura des gens pour vous dire quoi faire, il y aura des gens... C'est chacun son chemin de vie, chacun sa vie. Être vulnérable et accepter de ne pas savoir où vous en êtes, accepter de se dire, je sens qu'il y a un truc pour moi par là, mais je comprends pas bien ce que c'est et tout. C'est très bien. Et restez là-dedans, avancez, et trompez-vous, et c'est pas grave. Et même si tu testes des choses et tu fais jamais carrière, et tu tires jamais un profit concret de toutes ces choses que tu essayes de faire, c'est pas grave parce que tu auras essayé. Moi, je pense souvent à moi si je vis jusqu'à 90 ans. Est-ce que la Julie qui a 90 ans, elle va se dire « Oh, elle a bien fait de se contenir toute sa vie et de pas trop oser, comme ça elle s'est pas ridiculisée et puis elle s'est pas trop remise en question mais elle a pas raté. » Non, pas du tout. La Julie vieille, elle aura envie que j'ai testé tout ce qui était possible de tester, que je fasse tous les trucs qui me passent par la tête et de les essayer et de rater et de réessayer et d'avoir une vie qui est remplie de tentatives et d'expériences, et ton chemin, c'est ton chemin. Les gens, ils auront beau te dire va dans la danse, ne va pas dans la danse, c'est un milieu compliqué, truc. Fais tes tests, fais ton expérience, avance sur ton chemin, chaque histoire est différente. Et s'il y a des gens qui sont dans le mal à cause de ça et qui sont dans des périodes un peu compliquées, sachez que ça fait partie du processus et que même si c'est pas marrant, c'est hyper important. Je suis convaincue que les moments un peu compliqués, faut pas non plus être maso et s'enfermer dans la douleur, c'est l'apprentissage. Non, mais comme je disais tout à l'heure, secouez un pommier et l'univers vous donnera des oranges. Des fois, t'as pas ce que tu veux au moment où t'avais prévu que ce soit ces choses-là qui devaient t'arriver. C'est pas grave. Suivez le chemin, go with the flow, tu verras où tout ça t'emmène. Mais tant que vous êtes honnête avec vous, normalement, ça devrait bien se passer, je pense. Je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu parlais d'avenir, un peu de prévision. Quels sont tes projets, toi, pour l'avenir ? De quoi rêves-tu en tant qu'artiste et en tant qu'accompagnatrice du développement personnel à travers la Safe Place ? J'aimerais vraiment réussir à exploiter la Safe Place, notamment auprès d'élèves en formation de danse, parce que je m'identifie énormément à ça. Donc j'aimerais beaucoup réussir à intervenir dans des écoles de danse pour pouvoir donner ces outils-là, parce qu'en plus, c'est pas des outils où j'ai besoin d'être là à l'année. Je les donne 1, 2 fois, 3 fois dans l'année, et les gens, s'ils sont assidus et qu'ils les utilisent, normalement, ça devrait pouvoir énormément les aider. Après, ce que j'aimerais aussi beaucoup, c'est réussir à toutes ces idées qui sont notées dans 1 milliard de cahiers et qui sont dans ma tête. Là, l'objectif, c'est de les sortir, et de les sortir bien, de les réussir bien. Donc ça, c'est un gros challenge, c'est mon challenge actuel. Et sur le plan chorégraphique, j'ai très envie de pouvoir apporter ma vision à des artistes qui partagent mes valeurs, peu importe les artistes. J'aimerais vraiment réussir à travailler main dans la main avec des gens qui voient les choses pas forcément comme moi, mais qu'on soit à peu près tournés dans la même direction et pouvoir créer ensemble. J'ai tellement d'idées, j'ai mon cerveau qui fourmille d'idées tous les jours, et j'ai envie de les mettre en application sur des projets artistiques. Trop bien. Mais je te souhaite que du bonheur. Merci. Merci Julie pour ton temps, pour tes mots, tes pensées, ta vision des choses. Merci à toi, Maïwen. Ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes. J'espère. Si ça aide déjà une personne, c'est trop cool. Moi. T'es trop mignonne. Non, c'est vrai, il y a plein de choses que tu as dites, que tu as dit. Oui. Qui ont résonné en moi, et notamment le côté un peu ovni. Voilà, je pense qu'on n'est pas tout seul à être un peu dans notre propre soucoupe. Et je suis sûre que tu toucheras plein de personnes. Mais j'irai même plus loin. Je pense qu'on est tous des ovnis, mais que c'est juste que il y a des gens, ils arrivent dans la société à
à avancer dans une direction très claire, mais moi je suis persuadée qu'on est tous un peu ça. On est tous différents, c'est juste qu'il y a des gens qui le vivent très très bien, et il y a des gens où ça résonne beaucoup plus fort, et du coup c'est beaucoup plus dur. Mais moi je nous vois tous comme une bande d'ovnis, tous les humains, si tu creuses un peu. Ouais. On finira sur ces chouettes paroles d'extraterrestres. Je crois pas du tout à l'arrivée imminente d'extraterrestres. Alors, c'est pas moi, Hôtel de Ville, qui a des petites pancartes. Ils arrivent. J'adore. Et ben, on finira cet épisode Génial. en hors sujet total, mais voilà. Top. C'est une bonne manière de le terminer. Merci Julie. Merci Maïwen. Ciao.